tous. Alors, une émission un peu spéciale aujourd'hui, puisqu'on va parler de grands frissons, de polar, de thriller. Et avec moi, j'ai la chance d'avoir trois invités. Moi à New York et Cathy qui est du côté de Montpellier, Guy qui est exceptionnellement du côté de l'île de Ré et Guillaume, vous allez voir, il a l'accent de Toulouse. Donc voilà, donc je suis ravie de vous avoir tous les trois parce que vous avez parfois une vision un peu différente du roman noir. Je ne sais plus comment on l'appelle, je suis un peu perdue, je vais avoir besoin de vous. Et donc ça va faire partie de ma première question avant qu'on présente votre parcours et puis vos livres. Très rapidement, mais on va revenir dessus, les trois romans de Cathy, le livre de Guy, qui a failli tomber, et puis les deux thrillers de Guillaume, et on attend le troisième parce que c'est une trilogie, on va en reparler. Mais avant tout, une question qui me hante souvent et je ne sais jamais comment y répondre. La différence entre un polar, un roman noir, un thriller. Alors, Cathy, vous écrivez quoi, par exemple? Alors, c'est un peu compliqué parce que, à vrai dire, c'est un peu mélangé. Un thriller, c'est quelque chose qui met en suspense le lecteur tout le long, mais qui est pas. C'est un point de vue souvent du tueur ou de l'assassin, et un polar, c'est vraiment quelque chose normalement qui se relève de l'enquête, comment se déroule une enquête, etc. Donc, chez moi, j'appelle ça plutôt des romans noirs parce que il y a un mélange entre un thriller, un policier. Donc, pour moi, c'est global. Un peu de tout parce que je dis pas je vais écrire une enquête. Non, ça se construit au fur et à mesure. Et donc, du coup, il y a du suspense, évidemment. Il y a une enquête, parfois deux. Donc, des fois, je fais parler l'assassin, des fois non. Donc, ça se mélange un petit peu. Donc, je préfère dire roman noir. Alors voilà, donc roman noir. C'est vrai que moi, je serais partie sur un polar, mais c'est vrai qu'il y a du Oui. dedans aussi. Donc voilà, roman noir. Guy, vous écrivez quoi, vous, alors? Alors, bon, ce roman-là, je pense que c'est un thriller, mais c'est vrai que dans les commentaires, quelquefois, on me dit que c'est un roman psychologique parce que là, avant d'arriver au suspense, on a quand même une longue histoire des personnages qui sont sous tension, qui sont sous pression, mais qui ne sont pas vraiment dans une situation de suspense. Donc, c'est quelque chose entre le roman psychologique et le thriller. Guillaume, alors vous, sur la couverture, il y a quand même marqué thriller. Est-ce qu'on doit en déduire que c'est ça? Alors moi, c'est un mélange entre les deux. Moi, je suis à mi-chemin entre le polar et le thriller. La différence que je fais entre le polar et le thriller, c'est bon, le polar, c'est tout le monde le sait, c'est un enquêteur ou un groupe d'enquêteurs qui déroule leur enquête. Et pour moi, on rentre vraiment dans le thriller quand on a une implication émotionnelle très forte des personnages principaux. Quand vous avez Colombo qui déroule son enquête, c'est du polar. Quand vous avez Colombo qui déroule une enquête où c'est sa femme qui est prisonnière et qui doit lutter pendant toute son enquête pour sauver la vie de sa femme, là, on est dans un thriller. Je suis bien d'accord, oui. En tout cas, alors moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit à la lecture de vos livres. Je ne sais pas si on est plus avancé, mais en tout cas, merci de ces explications parce que je crois que je crois que les gens qui ne lisent pas nécessairement de romans policiers, romans noirs, thrillers, je pense que c'est un peu plus clair dans vos explications et que ça donne même envie parfois de s'y plonger quand on n'est pas habitué. Moi, je ne suis pas une grande habituée des romans noirs, je l'avoue, et des polars, et j'ai pris beaucoup de plaisir à vous lire tous les trois. Donc voilà, je dis toujours qu'il faut aller au-delà de ses premières impressions et ses premières envies parce que c'est comme ça qu'on découvre des petites pépites. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne sur vos parcours à tous les trois. Alors Guy, moi j'étais assez impressionnée par ce parcours dans ce que je n'attendais pas du tout puisque vous avez un parcours extrêmement intéressant. Vous êtes né au Canada d'un papa français et d'une maman autrichienne. Première année aux États-Unis, donc vos premières années de vie sont aux États-Unis, donc votre première langue est l'anglais. Vous êtes fils de diplomate. Alors moi, selon le niveau de vie dont vous me parlez, et puis mes petites recherches, parce que c'est mon ancien métier de journaliste, j'ai bien compris que vous étiez fils d'ambassadeur, mais vous n'avez pas du tout aimé cette vie de privilégié.
vous n'avez pas aimé vivre dans des villes différentes, trimballer d'un pays à l'autre. Et puis, cette vie de mondanité ne vous a pas plu. Donc, vous avez tout lâché. Vous avez même lâché votre particule, puisque vous vous appelez Guy Bois Béranger et pas du Bois Béranger, pour tout dire. Et puis, vous lâchez bientôt votre famille, vos études, et vous partez vivre votre vie. J'imagine quand même, Guy, que cette enfance, elle a dû nourrir votre imagination, notamment tous ces voyages à travers des pays extrêmement différents. Oui, alors c'est tout ce que vous avez dit, c'est tout à fait vrai. J'ai pas aimé, disons, mon enfance, mais c'est quand même pas une enfance noire, hein. C'est-à-dire que il y a plusieurs choses que j'ai beaucoup aimées. Bien sûr, voyager, voir des pays et surtout rencontrer des personnes différentes et de façon assez étonnante vu le milieu dans lequel j'étais. Bon, plutôt des personnes simples, c'est-à-dire le personnel, les domestiques. Mes amis, c'était le chauffeur, c'était le maître d'hôtel, c'était le jardinier. Le jardinier m'a fait découvrir les fleurs, le chauffeur me laissait conduire de temps en temps en cachette, etc. Donc j'ai beaucoup aimé toutes ces personnes qui étaient de toutes nationalités, roumains, qui étaient tunisiens, qui étaient anglais, américains, allemands. Et donc, ça m'a certainement apporté une grande ouverture par C'est rapport à tous ces intéressant pays. parce que vous parlez de ces personnages qui ont été les personnages clés de votre enfance. Et puis d'un autre côté, grâce à votre père, justement, vous avez découvert très vite un monde de culture et Exact. jeune, vous avez eu accès à ce monde privilégié qui vous a ouvert les portes d'un monde extrêmement Exact. culturel, Alors, etc. c'est vrai que Euh, le métier de mon père m'a beaucoup apporté parce que, en tant qu'enfant, ben, comme tous les enfants, on est des éponges et donc on avale tout cet univers dans lequel je me trouvais, les personnes qui rencontraient, donc dans les réceptions et autres, l'enfant se glisse et vient écouter et tout ça, bien sûr, à l'époque, il ne raisonne pas, mais tout ça fait partie de tout son background et de tout ce qu'il va pouvoir utiliser par la suite. Alors, on continue un peu de parcours. Vous êtes diplômé en sciences politiques, enseignant, entrepreneur. Vous avez des réussites à votre actif, mais aussi quelques arnaques. Mais à 57 ans, vous démarrez une nouvelle carrière à force de ténacité. Donc, c'est vrai que quand vous vous inscrivez à Pôle emploi, vous dites non, non, je vais réussir. J'ai 57 ans, je ne suis pas fini, je ne suis pas bon pour la poubelle. Et pour vous, il y a eu après l'écriture, et l'écriture est venue d'une opportunité, justement. C'était en 2011, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est certain que je ne fais pas partie des personnes qui ont commencé à écrire quand ils étaient jeunes. J'ai écrit, bien sûr, j'ai fait une thèse, j'ai écrit à l'université pour mon travail, mais c'est vrai que ce qui s'est passé, le fait que j'ai dû reprendre une formation, devenir consultant et ensuite travailler dans des grandes entreprises, etc., m'a apporté différentes choses et notamment une opportunité parce que j'ai travaillé dans une entreprise moyenne qui s'appelle Arémon et qui était assez extraordinaire. Et à la fin de ma mission, qui durait à peu près 2 ans, j'ai proposé à la direction de Arémon d'écrire l'histoire de cette entreprise, de faire un essai sur cette entreprise, où une des particularités, c'était que les collaborateurs étaient, disons, l'objectif numéro un de la direction, ce qui n'est pas du tout généralisé. Et donc, j'ai écrit ce premier livre, qui est un essai donc, sur l'industrialisation et un mode bien particulier d'industrialisation qui était mené dans cette entreprise. Alors voilà, donc c'est le début de l'écriture. On va revenir dessus après sur vos différents ouvrages. Guillaume, vous, il me faudrait, je pense, quelques heures pour décrire un peu tous les métiers que vous avez fait dans votre vie. C'était vaste. Une jeune vie en plus, hein. Donc, quels sont les métiers qui vous ont le plus formé? Quels sont les métiers que vous avez préféré exercer et qu'est-ce qui vous ont apporté? Si on devait sortir 2, 3 métiers qui vous ont marqué dans la vie. En fait, j'ai un métier de base que j'ai exercé toute ma vie, qui est la création de machines spéciales. Et puis après, j'ai de multiples vies à côté parce que je suis quelqu'un que tout passionne. Donc, j'ai été plutôt, parce que j'ai plus le temps de le faire, j'ai été luthier amateur, j'ai fait beaucoup de maquettisme dans ma vie, des constructions de machines pour les maquettistes.
J'ai travaillé dans le ski, j'ai travaillé dans la vente de plein de choses. Ouais, je vous dis, il me faudrait 1 heure pour tout lister. C'est ça, oui. Alors, vous, Mais à la différence de Guy, vous avez toujours écrit depuis votre plus jeune âge et vous avez même commencé une bonne dizaine de manuscrits qui ont fini à la poubelle. oui, c'est Je ça. vous Oui. dis. Moi, je ne suis pas sûre qu'ils ne soient pas dans un petit fond de tiroir, mais on en parlera plus tard. Et Non, puis un non, jour, non, pas du tout. il y a quand même Non, eu… je suis il y a quand quelqu'un même, qui jette très, très, très vite. ouais. D'ailleurs, je regardais mes statistiques d'écriture parce que j'ai tout ça qui est noté. Et il y a 2 mois, j'ai effacé 14 000 mots. 14 000 mots, ça représente 1 mois d'écriture sur le manuscrit que je suis en train de faire. Et mon amie Céline m'a dit, mais tu t'as rien gardé, tu pourrais peut-être t'en resservir pour autre chose. Non, mais j'ai rien gardé. Ça Alors, allait dans une mauvaise direction, j'ai pas fait. je ne sais pas comment vous faites parce que moi, je fais enregistrer sous les nouvelles versions. J'ai tellement peur. Mais ceci étant, enfin, je vais vous raconter ma vie 2 secondes, mais finalement, j'avais mis de côté une centaine de pages que je ne trouvais pas bonnes. Et puis finalement, j'ai ressorti un petit morceau pour finalement le nouveau manuscrit. Donc voilà. Donc, il y a eu un déclic quand même un jour. Et il y a eu un manuscrit qui était meilleur que l'autre. Et qui a été le début de Il y a eu des l'aventure. concours de nouvelles, Ouais. en fait. J'ai commencé par des concours de nouvelles. Et je me suis découvert des lecteurs, c'est-à-dire que j'ai eu des retours et c'était assez nouveau, c'est-à-dire se dire mince, ce que j'ai écrit, ça provoque une émotion, ça provoque des réactions, quelquefois enthousiastes, quelquefois émues, quelquefois et donc ben on se dit, on prend conscience que ce qu'on écrit peut toucher les gens. Et ça remue vraiment. Et Et ça c'est vraiment formidable. Je suis bien d'accord, oui. C'est pour ça qu'on écrit presque. Oui. oui, ben oui. C'est pour le retour des gens, justement, qu'on écrit. Bon, alors, Oui, Cathy, puisque vous voulez Oui. prendre la Oh, parole, pardon. on va parler de vous. Alors, Cathy aussi, elle a une En fait, carrière je très atypique. discute. Cathy, je peux parler. Cathy a une carrière très atypique puisque vous êtes patineuse professionnelle, vous l'avez été en tout cas. Je renvoie nos auditeurs et nos visiteurs du jour à l'émission qu'on avait fait ensemble il y a quelques mois. Et puis, vous êtes aussi professeur de roller en ligne. Je sais que ce n'est pas le terme, mais moi, je trouve que c'est Oui, celui non, mais ça va. qui résume le Ça mieux peut pour les être ça. néophytes comme moi pour comprendre ce que vous Oui. faites. Vous avez même ouvert une école. Et alors ça, je sais que vous n'aimez pas le dire, mais moi j'aime bien le dire, vous avez été aussi Miss Languedoc en 1990. Eh ben, ça remonte. Voilà. Et puis un jour, eh bien, vous vous lancez dans le roman noir. Alors, comment est venue l'idée d'écrire? Je sais que vous écriviez vos spectacles déjà. Oui. Comment on passe de l'écriture de spectacles à l'envie d'écrire des romans et des romans noirs. Vous qui êtes si douce, si souriante, si avenante, vous nous plongez dans des mondes quand même assez terribles. Je pense qu'on est plusieurs dans ma tête. Non, mais en fait, d'abord, j'ai commencé à écrire vraiment quand j'étais un peu plus libre. Voilà. Mes enfants étant plus grands, je me suis sentie plus calme, plus reposée. Et c'est vrai que j'avais besoin de trouver dans ma vie quelque chose pour exprimer souvent ce que je ressens ou ce que j'ai lu, ou mettre en scène un peu des personnages que je croise dans la rue. Tout ça, ça s'enregistre et puis j'avais besoin d'exprimer tout ça. J'ai commencé un peu par hasard à écrire, mais ça me procure vraiment quelque chose vraiment une accalmie qui me fait du bien. Moi qui suis toujours dans une situation où j'explique sans arrêt à des enfants, à des adolescents ou à des adultes, quand j'écris, je me cale dans une bulle et ça me permet d'exprimer beaucoup de sentiments qui sont profonds en moi, des choses qui m'ont marquée et que j'ai besoin comme une thérapie en quelque sorte. Hein. On a besoin d'exprimer le noir qui nous entoure, justement, hein, parce qu'on est entouré de choses plutôt sombres. Alors, un premier roman, oui. Suivi d'un deuxième, oui. Suivi d'un troisième, et toujours les mêmes personnages. Et c'est parti pour durer, cette passion? Alors, non.
vous allez vite comprendre que c'est la troisième et normalement le dernier, mais j'ai tous mes lecteurs qui me demandent un quatrième dans la série. Donc, bon, ben, peut-être que j'en écrirai un autre. Là, j'en ai écrit un autre, mais qui n'a rien à voir avec Lorraine et Six, les personnages principaux. Vous allez Voilà. nous raconter ça en fin d'émission, quand vous parlerez de vos projets. Mais bon, je sens bien que le quatrième est en route quand même. Moi, je voudrais que chacun me présente en peut-être moins d'une minute le pitch, comme on dit, de son dernier roman. Donc, Guy, avec Jeff, L'ombre et la lumière. Alors, en une minute, présentez-nous ce nouveau roman. On va essayer. On va essayer. Donc, Jeff, c'est l'histoire d'un garçon, d'une famille d'enseignants. Le papa et la maman sont tous les deux enseignants et qui est très bon au lycée et qui se destine à une vie tout à fait calme et ordinaire. Bon, il espère avoir une femme, des enfants, etc. C'est ce qu'il dit à un moment dans le livre. Et puis, il a une copine et il va partir à l'université. Et il revient, donc ses parents sont au Caire, au lycée français du Caire. Son père est professeur là-bas. Et le voilà qui revient pour les vacances de novembre. Et il se trouve mêlé à un attentat absolument horrible qui a eu réellement lieu, même si et qui a eu énormément de morts et de blessés. Et il perd, dans cet attentat, il perd sa copine, son amie, et il revient en France, à Montpellier, où il est à l'université, complètement déprimé et prêt certainement à se suicider. Et là, il est récupéré, je ne vais pas détailler puisque je n'ai qu'une minute, il est récupéré par une fille qui s'appelle Patricia, qui vient de la zone, qui s'est reconstruite et qui va le sauver, elle et puis sa copine, puisqu'elle est en couple avec Sophie. Et elles vont toutes les deux le sauver. Il va commencer à revivre, il va devenir correspondant pour le journal local et ça commence à aller mieux, mais le tout explose, le couple éclate et lui-même dans l'affaire devient violent, etc. Et il doit partir et il rejoint Grenoble, qui est sa ville d'origine, où il rencontre quelques personnages qui vont l'aider, notamment Bernardo. Et tout semble bien se passer, sauf que Patricia est partie dans sa zone, a été reprise et prostituée, et qu'il est impossible de laisser cette chose se faire, et donc il va à la recherche de Patricia, et donc il va donc se compromettre avec les différentes les dealers, les caïds, etc. Et donc on va avoir là effectivement un thriller puisque on va être en suspense jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'il va arriver à sauver Patricia ou est-ce qu'il va arriver à la sauver? Moi, je pense que vous avez tout dit là. Moi, j'avais quelques questions, mais j'en ai plus. J'ai vu que Guillaume regardait la quatrième de couve, genre qu'est-ce que je vais raconter? Alors Guillaume, on va parler de Vacant, qui est le second, mais il y a aussi effectivement le premier, Oscal, et puis le troisième qui va arriver. Alors, c'est difficile de faire le résumé du second sans faire le résumé du premier. Alors, un petit pitch peut-être sur l'ensemble. Alors moi, je suis très mauvais pour les résumés. Moi aussi. Alors, je vais plutôt vous parler de ce qu'il y a autour. Ok. Voilà. Je prends. Oscal, c'était une histoire. Bon, c'est une histoire policière. Ça commence par une danseuse qu'on retrouve, qui s'est suicidée dans un cirque. Et bon, on apprend très vite que ce n'est pas un suicide. Et donc, c'est une histoire de manipulation par un préfet qui a la main mise sur le commissariat de Besançon, puisque Oscal, c'est une histoire qui se déroule sur plusieurs époques, sur plusieurs lieux. Ça se déroule entre Saint-Gaudens et Besançon. Et Oscal est une histoire que je me suis rendu compte que c'est une histoire très masculine. À la fin de sa rédaction, c'est la trajectoire de trois pères de famille. Fredo, qui a un ado de 15 ans,
Damien Sergent, qui est mon capitaine, qui a un petit garçon, Tom, de 5 ans, et le préfet, qui a un ado d'une vingtaine d'années. Et alors, notamment, Fredo et le préfet ont la même blessure originelle, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur femme très tôt, tous les deux, et ils ont dû vivre avec ça. Et de cette blessure originelle, Fredo, qui est un humaniste, en est sorti grandi, et le préfet, qui est quelqu'un de foncièrement manipulateur et pas sympa, il en finit. Voilà. C'est peut-être un peu manichéen comme démarche, mais voilà. Intéressant ce que vous dites, et on va en reparler parce que quand on lit un peu les avis des lecteurs sur vos livres, il ressort vraiment le fait qu'il y a toute cette démarche derrière le personnage, de connaître le personnage, sa vie, ses faiblesses, et ça c'est quelque chose qui plaît beaucoup à vos lecteurs, donc on va revenir dessus. Cathy, alors Cathy, pareil, le dernier, c'est La Danse de l'ombre, c'est celui qui est sorti il y a peu, mais encore une fois, on retrouve les mêmes personnages, puisqu'on est dans la trilogie. Voilà. Et vous, alors, c'est un personnage principal très féminin pour le coup. Oui, très féminin pour le coup, bien que son collègue soit un homme et qui l'épaule, mais c'est vrai que le personnage principal est féminin, genre de fille très, on pourrait dire presque Frenchy, mais qui est en fait tout à fait normale, hein, qui est un peu bordélique, entre guillemets, qui ne fait pas attention, qui est très vive, mais elle a une finesse d'esprit et un petit quelque chose qui lui permet d'élucider les enquêtes un peu plus rapidement que les autres. Voilà. Et on découvre déjà dans La Valse des Têtes, le deuxième, mais dans le troisième, on découvre donc le couple, donc leur vie et leur vie qui commence à se construire. Alors, il faut dire voilà. que le personnage masculin est aussi dans la police. Hein, c'est un couple... Tout à fait. Il est enquêteur avec elle et du coup, ils partent en vacances dans La Danse de l'ombre. Après les 2 enquêtes qui ont été quand même assez fastidieuses, autant l'une que l'autre, oui. Ils se retrouvent en Corse et de là, ils vont vivre des aventures un petit peu particulières. Voilà. Bon, je pense que c'est un bon résumé en tout cas. Pour oui, c'est un bon résumé, mais je suis très mauvaise quand je dois résumer. Mais moi aussi. C'est pas facile. C'est pour ça que je vous fais pitcher. Voilà. Parce que j'ai toujours été bonne en rédaction, mais quand la maîtresse elle nous disait faites un résumé, je n'étais pas bonne du tout. Alors, en fait, je vais revenir sur les livres de Guy. Voilà. Les livres de Guy, donc Jeff, Ombre et Lumière. Je vous rappelle quand même que tous ces livres sont disponibles aux États-Unis sur Rencontre des auteurs francophones. Hein, donc, vous n'hésitez pas à les commander. Les commandes partent dans la journée. Voilà, c'est important pour moi. Guy, donc, vous en avez beaucoup parlé. Je voudrais quand même revenir dessus. Donc, dans votre livre, il y a un peu toute cette folie du monde, hein, donc le terrorisme, puisque vous parliez de cet attentat sur les touristes à Luxor du 17 novembre 1997. Je crois qu'on s'en souvient tous. Il y a cette rencontre avec la zonarde, cette prostituée qui va sauver le personnage principal et puis qui va retomber dans la prostitution. Il y a la pègre, il y a le crime. C'est l'histoire aussi d'un homme qui bascule finalement, qui bascule une fois vers le bien, une fois vers le mal. Est-ce que c'est des personnages que vous avez pu croiser dans vos différentes vies ou est-ce qu'au moins c'est des personnages qui vous ont été inspirés de rencontres? Alors déjà, le contexte, qui est un contexte qu'on connaît, qui est la violence, bon, comment dire, il y a des personnages qui nous viennent, qui sont publics, et notamment, j'ai beaucoup travaillé les archives dans ma ville, à Grenoble. J'ai beaucoup travaillé les archives sur tous les bas-fonds, toute la partie, disons, criminelle, caïd, drogue, etc. Ce qui m'a donné énormément d'informations qui peuvent être généralisées, parce que ce qui se passe à Grenoble, ça passe bien sûr ailleurs. Et donc, dedans, les personnages, bien sûr, n'existent pas. Ce sont des personnages de fiction que j'ai créés, mais à partir d'éléments que j'ai récupérés, soit au travers de la documentation de personnes qui ont réellement existé, ou alors dans ma propre existence, des rencontres que j'ai pu faire. Oui, exactement. Est-ce que justement, l'idée du personnage qui bascule,
c'est quelque chose qui vous a intéressé? Est-ce qu'on est tous susceptibles de basculer un jour? Alors, c'est effectivement le point sur lequel j'insiste dans ce livre, c'est oui, on est tous dans une société qui apparemment flotte à l'air, enfin, se trouve fonctionner correctement, mais on a des bas-fonds qui sont là et auxquels on peut toujours être confronté par hasard. Et Jeff ne veut pas du tout basculer, il veut sauver une personne, et pour sauver cette personne, il ne sait pas faire autrement que de rentrer en contact avec ses dealers et avec ses caïds pour exiger d'eux, tenter d'exiger d'eux de la sauver. Donc oui, c'est quelque chose qui peut arriver, c'était effectivement l'impression que j'avais, que c'est quelque chose qui peut arriver je pensais à mes enfants qui ont l'âge de Jeff et à qui ça pouvait très bien arriver. Est-ce que de démarrer le roman donc, sur cet attentat en Égypte, c'est quelque chose que vous avez marqué à l'époque, cet attentat? C'est pour ça que vous avez démarré dessus? Ou est-ce que vous connaissiez l'Égypte et vous aviez envie d'y situer le début de votre histoire? Pourquoi ce début d'histoire? Si, cet attentat m'a marqué comme a marqué, je pense, énormément de gens de ma génération, c'est-à-dire c'était le premier très grand attentat, vraiment complètement barbare, et on a eu des articles dans la presse que j'ai retrouvés quand j'ai écrit mon roman qui indiquaient à quel point tout le monde avait été scandalisé par ce qui s'était passé et ne comprenait pas, parce que c'était vraiment la première fois qu'un attentat aussi violent se produisait. Donc oui, cet attentat m'avait marqué et était une des expressions, pas la seule, loin de là, mais une des expressions de la violence de notre société qui arrive, qui peut toucher n'importe qui. Et on a vu par la suite, et les procès actuels le rappellent, que ça peut effectivement se passer n'importe quand et toucher n'importe qui. L'Égypte a payé cher pour son tourisme, notamment après cet attentat. Alors, ce n'est pas votre premier ouvrage. Vous avez écrit des nouvelles, des essais, des contes même, j'ai lu ça. Et donc là, c'est quand même votre troisième polar, ou thriller, je ne sais plus, je suis toujours perdue. C'est quoi la suite? Et qu'est-ce qui vous a amené finalement parce que souvent les auteurs écrivent un style et s'en tiennent à ce style. Vous avez fait pas mal de choses. Qu'est-ce qui fait qu'on fait un bond de cabri comme ça d'un conte à un essai, d'un essai à un polar? C'est quoi? C'est l'envie de toucher à tout, c'est des opportunités? Alors, d'abord, je pense que bon, je suis arrivé tard à l'écriture. Donc, je pense que je suis un apprenti écrivain. Je suis encore un apprenti écrivain. Je fais des progrès et j'essaye. Je suis un artisan. Voilà, je suis un artisan et j'essaye, avec les mots, de construire des histoires, de construire des personnages. Et effectivement, j'essaye de différentes façons. Donc, par exemple, effectivement, j'ai écrit un conte pour enfants. Ça s'écrit de façon tout à fait différente. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants et ça me plaisait d'écrire pour eux et de trouver un style qui corresponde à leur façon d'écouter. Bon, mon origine intellectuelle, etc., fait que j'ai écrit un essai, je pense que j'en écrirai d'autres, mais je pense que je vais rester quand même sur le romanesque et que le roman que je suis en train d'écrire est encore une fois un thriller. Vous nous avez raconté ça tout à l'heure. Guillaume, vous avez écrit une trilogie. Alors, toujours une question que je pose face à des auteurs qui écrivent des trilogies. Est-ce qu'on, quand on commence à écrire le premier livre, on sait qu'il y en aura d'autres derrière? Oui. Enfin, moi, quand j'ai écrit Oscar, je ne savais pas où ça allait me mener. J'ai commencé sans plan, j'avais une idée de départ et je savais à peu près où ça allait où ça partait. Et puis quand je suis arrivé au milieu, je me suis dit, ça pourrait évoluer comme ça. Mais là, je me disais, j'étais déjà à 300 pages. J'ai changé complètement ma fin à ce moment-là. Et je me suis dit, je vais partir dans cette direction. Et puis à un moment donné, il a fallu que je m'arrête parce que sinon, ça allait faire 600 pages. C'était invendable pour un premier livre. Ouais, c'est déjà lourd, hein? Oui. C'est déjà lourd à mettre dans le sac. C'est ça. Alors, sur les trois romans, on retrouve toujours la même équipe. Vous nous avez parlé un peu de ces personnages très masculins autour de Damien Sergent. Mais on est d'accord, on est sur une nouvelle aventure à chaque fois. Oui, mais
justement, tout à l'heure, je disais que Oscar était un roman très masculin. Et avec Vacarme, j'ai rééquilibré en faisant un roman très féminin, puisque tous les personnages forts sont des femmes. Je ne parle pas de force brute, hein. Il y a les méchants, ils ont des gros muscles, voilà. Mais les grands gagnants de l'histoire, ce sont des femmes. Et bon, Damien Sergent est assez peu présent dans le deuxième. Ouais, c'est pas beaucoup moins que le premier, c'est vrai. Pour une raison qu'on découvre assez vite à la lecture. Et c'est la procédurière du groupe qui est obligée de prendre la direction de l'enquête et qui s'en sort très bien, même si c'est assez compliqué pour elle à un moment donné. Voilà. Et le troisième, ce sera le thème, ce sera la rédemption. C'est-à-dire pas une rédemption au sens christique du terme, hein, c'est une rédemption de mon personnage qui va. Damien Sergent perd beaucoup dans Vacarme et il est obligé de se reconstruire, et donc ça va être la reconstruction de Damien Sergent. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y aura pas un quatrième? Ben, c'est comme les 30 mousquetaires, il y en a toujours un quatrième quelque part. Alors, dans vos livres, vous placez les décors dans des villes qui sont un peu les vôtres, hein, globalement, puisque le groupe policier est à Besançon, est à Saint-Gaudens, comme vous le disiez, un peu à Toulouse, et puis un petit saut en Russie aussi, grâce à certains personnages. C'est nécessaire pour vous d'écrire dans des villes qui vous parlent? Vous avez besoin de ce cadre un petit peu réconfortant? Besançon, je ne connaissais pas du tout, mais il me fallait… Voilà, oui. Donc, vous avez visité Besançon grâce à votre livre, c'est magnifique. Il me fallait… Oui, ben oui. Et alors, j'ai eu deux lecteurs de Besançon qui m'ont dit « Ah, mais on a bien reconnu notre ville, ça fait plaisir de lire sur notre ville. » Et je n'y ai jamais mis les pieds. Ah, c'est vrai? Ah, c'est intéressant. Donc, vous allez travailler comment? Avec des photos, des films? Mais lors de l'écriture, je ne connaissais pas. Mais par contre, pour que ça marche, j'avais besoin d'un quartier très difficile. Et à Besançon, il y a deux quartiers qui sont dans les quartiers très classés à très haut niveau par la police nationale, qui sont Planoise et Plein Soleil. Qui ont fait la une des journaux il y a quelques mois. Voilà. Et donc, j'avais besoin de ça et d'un préfet, donc il fallait que ce soit une préfecture. Voilà. Et l'éloignement géographique était nécessaire aussi, donc c'est assez immatériel la manière dont on choisit ce genre de choses. J'aime beaucoup la sonorité du nom aussi, et puis voilà. Donc ça a été un choix. Par contre, oui, mon intrigue principale se passe chez moi. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que dans ma ville, j'invente plein de nouveaux quartiers. C'est-à-dire qu'il y a… Je me suis quand même dit que ce petit village, ce gros village, devait avoir quand même une actualité un petit peu plus calme que dans votre livre, non? Oui, tout à fait. Ben, d'abord, à Saint-Gaudens, j'ai mis un IML alors qu'il n'y en a pas, un institut médico-légal, mais je ne voulais pas que mes enquêteurs fassent 100 km pour aller à l'IML de Toulouse. Merci pour eux. Non, mais j'ai conscience que on a besoin de sauver notre planète, et donc faire des allers-retours comme ça pour rien, c'était… Voilà. Et donc j'ai placé des moments de l'intrigue dans des endroits qui n'existent pas, mais qui sont des endroits qui existaient dans mon enfance. Donc voilà, c'est Saint-Gaudens tout en n'étant pas tout à fait Saint-Gaudens. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Et puis aussi, ce qui est intéressant, et je le disais, c'est que vos personnages, on rentre dedans, dans leur vie, dans leurs blessures, dans tout ce qui est derrière le personnage. Et donc, on s'attache à eux. Et le fait d'avoir parlé de leur passé aussi, c'est important. Vous créez une équipe de flics d'abord, qui sont très proches les uns des autres. Oui. Une espèce d'équipe très, très soudée, et qui sont très proches de nous aussi, lecteurs. Vraiment, on sent que pour vous, c'est extrêmement important de donner la parole à des gens humains, à des gens, à monsieur tout le monde, quoi. Vous n'aimez pas les super-héros, comme vous parliez des muscles. Oui, j'ai horreur
Ouais, J'ai et c'est horreur vraiment… des policiers qui sont, enfin, du policier blasé de la vie, qui est alcoolique, qui est. Moi, j'ai besoin d'écrire sur des gens normaux, sur des gens sur qui on peut s'identifier. Euh, et euh, et j'avais aussi envie d'écrire sur des policiers sympas. C'est Et il y en a un petit peu besoin en ce moment. c'est Et quelquefois un peu à contre-courant, mais non, moi non, j'ai c'est des bien. amis policiers qui sont très Exactement. sympas. Exactement. Et, Moi aussi. Non, non, c'est bien. À 100%. Alors, donc, je le disais, vous vivez dans ce petit village de Saint-Gaudens, qui est à la frontière espagnole. C'est oui. un petit village des Pyrénées. Donc, entre votre âme sœur, comme vous l'appelez, votre épouse, j'aime bien ça, votre âme sœur et vos enfants. Et puis, comme Cathy, il y a quand même un être mystérieux derrière l'homme bien tranquille ou derrière la femme bien tranquille. C'est quoi? C'est un besoin de vous plonger dans un autre monde qui est au milieu de votre vie. Oui, mais Vous l'écriture, avez pu écrire autre chose? Vous auriez pu l'écriture. écrire des romans pastoraux, des je ne sais pas, des… Non, non. Moi, je vais rester sur du roman noir, sur du roman sociétal ou du thriller. C'est plutôt ma came. Alors, avant de continuer l'interview, j'aimerais qu'on fasse un point sur votre actualité à tous les trois. Donc, le prochain roman en cours d'écriture, le prochain roman à sortir. Et s'il y a un ou deux salons qui se passent bientôt, n'hésitez pas à les communiquer, puisque on a de la chance que ces petites vidéos soient vues pas mal en France aussi. Cathy. Moi, Eh bien, pour l'instant, j'ai le poche qui est sorti. Ah, le poche beaucoup moins lourd dans le sac. Alors, bravo Guillaume. Et le troisième sort quand alors? Le troisième sortira en juin. Bientôt, c'est Et- demain. Ok, oui, voilà. il y a des salons, des rencontres bientôt? Moi, je suis en salon dimanche à Castelsarrasin, à côté de Toulouse. Le 21, je suis à Saint-Lys aussi, à côté de Toulouse. Et le 5 décembre, à Saint-Lary, Très joli ça. dans les Je Pyrénées. vais venir. Guy, vous êtes où et qu'est-ce que vous faites? Vous préparez un nouveau roman, vous nous l'avez dit. Oui, alors je suis très avancé dans un nouveau roman qui s'appelle Loup et qui devrait sortir, je pense, en mai de l'année prochaine. En termes de salon, donc je vais à La Rochelle, à la librairie Jeune Pousse, au stand de la librairie Jeune Pousse pour dédicacer donc Jeff. Et je suis aussi à Mons à la fin du mois de novembre pour des dédicaces. Très Voilà. très beau salon, le salon de Mons, chez nos amis belges. Oui. Cathy, l'actualité. Donc on vient de alors sortir un nouveau livre. l'actualité, j'ai fait pas mal de dédicaces ces derniers temps, notamment dans l'Aveyron et puis aussi dans l'Hérault. Le prochain grand événement, je pense que c'est à New York, avec rencontre des auteurs francophones fin novembre. Je me réjouis d'ailleurs. Nous Et aussi, on se puis, réjouit de vous avoir. ah oui, ensuite, j'aurai, il me semble, une dédicace le 10 décembre à Prades-le-Lez, là, pas très loin de Montpellier. Et puis Voilà, en pour cours, l'instant, ça donc, s'arrête là. et en cours d'écriture. Alors, en cours d'écriture, et oui, et normalement, il y aurait un petit salon aussi, enfin, une petite dédicace à la FNAC en janvier. Voilà, mais à confirmer encore, ils y travaillent. En cours d'écriture, oui, un polar qui se passe à Marseille. Donc là, je parle plus d'espace-temps comme dans la danse de l'ombre. C'est un peu plus terre à terre avec des personnages tout à fait normaux, ouais, comme Lorraine, comme Cis, mais un personnage qui va marquer déjà les correctrices qui ont commencé à corriger. On déteste ton personnage, il est tout ce qu'on déteste. Voilà, elles ont eu des réactions très très vives, comme si le personnage existait vraiment. Donc voilà. Mais on va voir ça. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Je suis que vers la moitié, donc on a le temps. Alors moi, j'aimerais savoir un peu ce qui vous inspire. Tout à l'heure, Tout. Guillaume, vous avez évoqué Colombo. Alors, je ne sais pas si c'était un hasard ou si ça fait partie des personnages de jeunesse qui sont restés dans un petit coin de la tête et qui vous inspirent. Est-ce qu'il y a pour tous les trois, mais je vais commencer par Guillaume, justement des films ou des séries qui vous ont donné envie d'écrire du roman policier? Pourquoi vous avez choisi le roman policier? Voilà, j'aimerais savoir d'où vient votre inspiration à tous. Guillaume.
Moi, je suis un lecteur de polar depuis ma jeunesse. J'ai commencé avec Conan Doyle, et puis après, je suis passé sur du San Antonio, je suis passé sur du Simenon. J'ai beaucoup lu Simenon. Et là, je suis en train de relire Le Chien jaune, que j'ai commencé aujourd'hui. Après, moi, je suis un lecteur assez éclectique. Là, j'ai commencé aussi. J'ai acheté hier Dracula de Bram Stoker, que je n'avais jamais lu. Donc, je me Pour se lance dans détendre la le soir littérature. après une journée de travail. Voilà, littérature du 19e siècle. Mais voilà, il y a quelques semaines, j'ai lu la biographie de Natacha Kampusch, qui m'a bouleversé. 3096 jours, je crois. C'était cette petite Autrichienne qui a été séquestrée pendant 8 ans. Voilà, Des choses du assez thriller. différentes qui vous inspirent finalement et qui vous donnent certainement des petites notes comme ça pour écrire. Guy, c'est quoi qui vous inspire quand vous écrivez un roman? Est-ce qu'il y a des personnages de livres, de films, de séries télé qui vous ont bercé, qui vont certainement donner Non, je ne envie crois pas d'écrire? que. Ben, j'ai beaucoup aimé Colombo, comme tout le monde, c'est amusant et c'est très sympathique. Je lis quelquefois des polars, mais je ne lis pas particulièrement des polars. Je liserais plutôt, par exemple, ma dernière lecture, c'est un livre de Patrick Modiano, que j'aime beaucoup alors comme auteur, donc qui est les boutiques, comment ça s'appelle? La rue des boutiques obscures. Ah Voilà, oui, donc ça, aussi. c'était un livre que j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi un livre de Anne Berest que j'ai lu, c'est l'avant-dernier que j'ai lu, La carte postale, que j'ai également aimé. Donc, c'est plutôt des livres sur la vie en société, les problèmes qu'on rencontre dans ces sociétés passées ou présentes, et les livres sur la mémoire aussi qui m'intéressent beaucoup. Et pas Donc, c'est tellement assez divers. les... Intéressant. Cathy, on a perdu Oh, Cathy. là. Non, je suis là. Cathy, c'est quoi vous qui vous inspire? Je pense que c'est les gens en général. C'est les gens que vous croisez. Les gens que je croise. Par exemple, il y a un personnage très fort dans La valse des têtes, je ne sais pas si vous vous en rappelez, Sandrine, qui s'appelle Myland, qui est assez psychologiquement atteinte et en même temps géniale. Et cette femme, je l'ai vraiment vue une fois, mais la pauvre, elle ne sait pas ce que j'en ai fait de son personnage. Ah, Je vous l'ai m'avez raconté croisée, ça dans une salle d'attente. voilà. Et c'est vraiment les gens en général qui m'inspirent. Les gens, les paysages, la musique, en fait, tout ce qui nous entoure. L'actualité, oui, beaucoup l'actualité, mais ça peut être aussi des magazines que j'ai lus il y a longtemps, des livres que j'ai lus, quelque chose les choses qui m'ont marqué. Et c'est rangé quelque part dans ma tête et je les ressors d'une manière ou d'une autre. Ce que je disais un peu tout à l'heure, tout ce qui nous entoure me permet d'imaginer et de créer. C'est comme un peu les chorégraphies, c'est exactement pareil. On a besoin de sortir des sentiments, voilà. Alors, Guillaume m'a inspiré ma prochaine question. Parce que, alors, Guillaume, finalement, des fois, vous écrivez quelque chose et puis vous changez la place des personnages. Celui-là, finalement, il serait mieux en tueur, il serait plus intéressant là. Donc, moi, ma question, c'est quand on écrit un polar, est-ce que, alors j'ai compris que Guillaume non, mais et quand on écrit un polar, est-ce que on a un fil un peu cousu du début à la fin en ayant la trame construite et en sachant pertinemment bien où on va? Guy, Pour moi, pas du tout. Hein. Absolument pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous lancez avec une première idée, un tueur, un policier, une Absolument histoire. pas. Je commence une phrase et après, ça vient tout seul. Je n'ai absolument pas de plan, par exemple. Mais est-ce qu'à la fin, du coup, tout se tient? Alors, il faut, c'est obligé. Donc, il y a de la relecture et puis ça se tient. Je pense que c'est inconscient, souvent. Quand on dit, je pense que Guillaume est comme moi, on écrit comme ça, on n'a pas d'idée, on n'a pas de plan. Je pense que c'est inconscient, que notre cerveau a enregistré quelque chose et qui le déverse après. Et tout s'emboîte. L'image
l'image que je pourrais le plus associer à ma manière d'écrire ce que j'entends dans ce que dit Cathy, c'est que je suis comme un spectateur de feuilleton. C'est ça. J'ai une idée qui en entraîne une autre, et c'est ce que je fais en tant que spectateur. Quand je regarde une série, je suis tout le temps en train de sortir de la série, en train de me dire, qu'est-ce qui pourrait se passer? Qui est le meurtrier? Ça me fait, oui, mais ça me fait souvent décrocher, et quelquefois je dis à ma femme, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, je suis parti sur une autre idée. Guy, quand vous avez commencé avec cet attentat atroce, d'ailleurs, tous les trois, il faut arrêter de regarder les informations parce que vous racontez des choses terribles. Hein. Guy, quand vous avez commencé à écrire sur l'attentat, vous saviez où vous allez aller, justement Alors, moi, j'avais une trame quand j'ai commencé à écrire mon livre. C'est intéressant, donc c'est une démarche différente. Une trame qui m'a amené jusqu'au bout. Par contre, mes personnages, bien sûr, ont évolué pendant l'écriture, se sont quelquefois transformés et ont quelquefois changé un petit peu le mouvement. Mais j'avais une idée, par exemple, c'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié chez John Irving, j'avais la fin du livre avant de l'avoir écrit. Donc le dernier chapitre était quasiment écrit. C'était une recette qu'avait livrée dans un interview John Irving en disant, mais moi j'écris toujours mon dernier chapitre, je commence par ça et que je continue après. J'ai trouvé que c'était une bonne méthode. Je ne l'ai pas appliquée d'ailleurs dans le livre que je suis en train d'écrire, mais j'ai toujours une trame qui me mène à la fin de mon livre. C'est mes personnages qui en fait évoluent dans mon écriture. On a reçu une auteure il y a 15 jours ou un mois, je ne me souviens plus, qui, elle, a commencé son livre par la fin. Alors, une démarche différente encore, mais la pelote a été défilée à partir de la dernière scène. C'est un peu Colombo, finalement. Hein. Moi, j'aimerais vous poser aussi une question à tous les trois, parce que, alors, Guy, vous êtes en auto-édition, Cathy et Guillaume, vous êtes dans des maisons édition, et vous êtes très fidèles à vos maisons, hein, je dois le dire. Alors, je signale juste que Céline Servat nous fait un coucou, c'est pour Guillaume essentiellement. Donc voilà, Céline nous écoute, on la salue. Donc moi, j'aimerais savoir si c'est un choix d'abord pour vous, Guy, qui est en auto-édition, et est-ce que Guillaume et Cathy, le choix d'être dans une maison, un peu peut-être dorlotée par vos maisons, puisque vous êtes fidèles à vos maisons, vous en êtes heureux, et là aussi, c'est un choix. Guy, alors peut-être commencer par vous qui êtes en auto-édition. Oui, alors j'ai commencé mon premier essai, je l'ai fait chez l'Harmattan, donc chez un éditeur. Et quand j'ai écrit donc l'affaire Nieriox, qui était mon premier roman, j'ai fait le tour d'une bonne trentaine d'éditeurs en envoyant mes manuscrits. À l'époque, on envoyait encore les manuscrits. Maintenant, c'est souvent par Internet. Là, c'était des enveloppes avec des timbres, etc. Pas tous, hein. Il y a encore plein de maisons qui veulent des manuscrits. Oui, il y en a encore, oui. Et en tout cas, je n'ai pas eu de réponse positive. J'ai eu des fois des remarques, mais en gros, des lettres écrites par la secrétaire qui disaient que bon, ça ne les intéressait pas, etc. Donc, c'était pas un choix, donc ça s'est passé comme ça. Et donc, pour ce qui concerne Jeff, j'ai décidé beaucoup plus vite de me lancer dans l'auto-édition, d'apprendre comment faire et de sortir mon livre comme ça. Bon, ce que je pourrais dire, c'est que je pense, mais c'est une opinion à critiquer, je pense que les éditeurs aujourd'hui, les 5 grands groupes d'édition, sont un petit peu à côté du mouvement d'écriture, qui est un mouvement qui est devenu très populaire grâce aux nouveaux outils qui permettent d'écrire aussi bien les outils informatiques que bon, la possibilité d'éditer soi-même, fait qu'il y a une grande population d'écrivains et que ces écrivains ne peuvent pas vraiment passer la barre avec ces éditeurs, et c'est un petit peu dommage, mais c'est peut-être parce que ces maisons d'édition ont déjà leurs auteurs et qu'on est beaucoup trop nombreux. En fait, c'est aussi pour ça que les petites maisons d'édition ont un rôle à jouer, parce qu'il y en a de plus en plus qui sont extrêmement dynamiques. D'ailleurs, Guillaume, chez M+ Édition, pour ne pas les citer, ils ont un dynamisme terrible, et bien plus, moi j'ai des auteurs qui sont dans les grandes maisons qui sont obligés d'organiser tout seuls, quoi. Leur signature chez le libraire, les cacahuètes et la moindre communication dans la presse. Aujourd'hui, il y a des petites maisons qui prennent leur rôle très au sérieux et qui font un travail vraiment. Enfin, voilà, moi, j'ai découvert le monde de l'édition encore plus
grâce à la rencontre des auteurs francophones. Et vraiment, je dois applaudir certaines petites maisons qui font un travail. C'est le cas du dernier Goncourt qui a été édité donc, par une petite maison d'édition. Oui, et ça, j'ai applaudi dès demain parce que c'est une première et j'espère que ça sera le début d'une nouvelle ère pour les grands prix parce qu'on connaît ce monde qui est assez vorace. Rapidement, avant de passer à mon questionnaire de Proust que j'adore, Guillaume et Cathy, contents d'être dans votre maison, on continue comme ça? Pour l'instant, oui. Oui, je vais laisser Cathy répondre d'abord. Écoutez, je ne sais pas trop. Oui, bien sûr. Moi, j'aimerais évidemment que ma maison d'édition ait un peu plus de moyens afin qu'on soit tous mis un peu plus en avant. Mais c'est compliqué. Je ne connaissais pas du tout ce monde-là. J'ai eu la chance d'être éditée par un éditeur à compte d'éditeur parce qu'aussi, dans ce milieu, il y a beaucoup de maisons d'édition qui se disent maisons d'édition. En fait, c'est que de l'auto-édition. Ah non, mais moi, je ne considère pas comme des maisons d'édition. Hein, voilà. Donc, des mots qui trottent sont des vrais éditeurs. Je souhaite qu'ils se développent vraiment et qu'on puisse aller plus loin ensemble. Voilà, pour l'instant, bien sûr que je vais continuer avec des mots qui trottent avec grand plaisir. Guillaume, pareil, tout se passe bien. Oui, moi, je suis très bien chez M+. On a un éditeur qui est très humain et qui s'occupe vraiment beaucoup de notre destinée. C'est vrai. Alors moi, j'admire les gens qui font le parcours de l'auto-édition parce que il faut être multi-talent et multi-tout, quoi. Et parce que Guillaume, vous êtes dans une maison qui se bouge. Je peux vous dire que la plupart des maisons ne font rien et que finalement, l'édition ou maison d'édition, c'est à l'auteur de faire tout. Et sa com et son marketing. Et donc voilà, vous êtes dans une maison moi, c'est ce que je reproche un peu aussi aux petites maisons d'édition, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de faire plus. Et je ne connais pas M+ édition, je l'ai vu parce qu'il y a 2 auteurs, donc Guillaume, que j'ai vu sur Facebook, notamment grâce à vous, Sandrine. Et c'est vrai que ça donne envie, on se dit, tiens, on aimerait bien être mieux, pas exploité entre guillemets, vous voyez, mais qu'on soit mieux mise en avant. Mise en avant. C'est le cas malheureusement, c'est le cas d'une maison d'édition qui s'appelle La Trace, que j'aime beaucoup, et qui fait un travail fantastique. Donc voilà, je pense que c'est vraiment, de toute façon, être éditeur aujourd'hui, on a du mal à gagner le moindre euro. Donc si on fait pas ça avec passion, c'est comme rencontre des auteurs francophones. Si on fait pas ça avec passion, ce matin. Voilà, ils font ça avec passion. Des rencontres fantastiques. Tout à fait. Voilà. On fait autre chose. Hein. Voilà. C'est sûr. On travaille à la banque ou je sais pas. Enfin, on fait autre chose. Alors moi, il y a beaucoup de passion là-dedans, de toute façon. Il faut de la passion. Nous, les auteurs, on est des passionnés, on fait ça avec passion. Exactement. Avec un lecteur, je ne sais plus qui parlait de ça, mais c'est Guillaume qui disait les premiers retours des auteurs, des lecteurs, c'est ça qui nous nourrit, je veux dire, ces échanges avec les lecteurs. Ça parce que ce n'est pas les euros qu'on récupère avec les livres. Mais c'est pas ça qu'on va vivre. Hein. C'est vrai, c'est ce que je dis. Exactement. C'est ce que je dis aux auteurs en herbe. Je dis, c'est pour gagner de l'argent, arrêtez-vous tout de suite. Voilà, exactement. Alors, un petit Proust, j'aime bien terminer là-dessus. Alors, votre livre de chevet, j'ai déjà compris Le Chien Jaune, la rue de la boutique. Cathy, vous, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? En ce moment, rien du tout, parce qu'on vient d'ouvrir un restaurant, donc j'ai été un peu par-dessus, en plus de notre, de notre travail, voilà, dans le Nord. À Champagne, hein, la prochaine fois, j'aurai une bouteille. Donc, j'avoue que j'attends avec impatience le livre. En livre de chevet, j'ai aussi l'abécédaire de Camus. Ah oui. Camus, si vous allez sur le blog de Rencontre des auteurs francophones aujourd'hui, on rend un hommage à Camus avec Mona Azam, qui est une fan inconditionnelle de Camus et qui a fait un joli papier dessus. Qui peut préparer autre chose. Je l'aime déjà. Alors, moi, j'aimerais savoir si vous avez tous les 3 un livre de chevet, le livre que vous avez lu 10 fois, que vous offrez à chaque fois que vous rencontrez, vous êtes invité à dîner, vous rencontrez un amateur. Est-ce qu'il y a un livre comme ça qui vous tient à cœur, aux tripes? Moi, il y en a plusieurs. Des livres que j'offre beaucoup. Il y a le Cheptel de mon amie Céline Dangean.
Alors, pour les amateurs de thriller, j'ai dû l'offrir une dizaine de fois. Mhm. Pour les gens qui ont un peu de vague à l'âme, j'offre des livres de Virginie Lloyd, Quitte à tuer, autant le faire dans l'ordre, par exemple, qui est un Quel livre titre? très, très souriant et que j'ai offert beaucoup aussi. Et puis après, bon, c'est selon mes envies. Alors, livre que j'ai beaucoup relu, c'est La Peste, hein, et L'Étranger sont les livres que j'ai le plus lus dans ma vie. L'Étranger, j'ai dû le lire 5 ou 6 fois. Oui. Voilà. Et la dernière fois, alors ça, je vous le conseille, c'est L'Étranger en audio, lu par Camus. Ah, c'est vrai qu'on n'y Voilà, pense pas. Ouais, je me suis régalé. il paraît qu'il y a effectivement du plaisir à lire, à écouter en audio les livres. C'est vrai que je n'ai pas ce réflexe, mais je vais essayer parce que j'ai beaucoup de retours très positifs. Et si c'est lu par Camus, c'est génial. Très Alors, vite. lu par Camus, alors c'est lu dans les années 50, hein, donc c'est Ouais, mais bon, le phrasé typique de Radio France des années ouais, 50. c'est génial. Non, non, Mais c'est génial. c'est génial. Voilà. Et Cathy, très vite. un autre lecteur qui est absolument fabuleux, Oui, c'est Pierre non, ben, Lemaitre. je rejoins Guillaume, hein, c'est Camus qui m'inspire peut-être le plus, et donc très souvent je reprends un passage ou un livre de Camus. Voilà. Cathy, très vite. Un livre de chevet. Pas spécialement, Pas spécial. non, pas spécialement. Desforges, je l'ai lu plusieurs fois. Ensuite, comme ça me vient pas, non. Bon, c'est pas J'ai grave, pas c'est un pas grave. livre spécialement. Souvent, je dévorais parce que je lis beaucoup moins maintenant depuis que j'écris. Je dévorais à peu près tout ce qui me tombait sous la main, notamment quand j'habitais en Allemagne et j'étais souvent assez seule le week-end. Et là, je dévorais tous les livres qui me tombaient, qu'on me prêtait. Ou, voilà. Alors, Ça moi, pouvait être des très classiques, Léo de Hurlevent ou Camus ou d'autres que j'ai oubliés, Zola, euh, alors n'importe quoi. moi, j'en profite N'importe quel livre je lisais, voilà. Moi, j'en profite pour délivrer un message à tous les gens qui nous regardent aujourd'hui. Au lieu d'offrir des bouteilles de vin ou des fleurs quand vous êtes invité à dîner, offrez des livres. Alors que les gens me disent, mais je ne sais pas s'ils lisent celui-là. C'est pas grave, offrez un livre de cuisine, un livre de jardinage, un livre de voyage, mais offrez un livre parce que un livre dans une bibliothèque, c'est juste de l'amour, c'est magnifique, c'est voilà, c'est tout. Et donc, aider les gens à construire leur bibliothèque au lieu d'amener du vin, des fleurs, c'est d'un commun. Donc voilà, il faut emmener une bouteille de vin et un livre. Mais voilà, moi, depuis Voilà, bouteille de vin plus le livre. je n'offre que des livres et je m'aperçois que c'est un vrai bonheur chez les gens quand vous venez avec un livre parce que soit vous avez anticipé un peu leur choix, ce qu'ils avaient envie de lire et moi j'ai eu la semaine dernière invité à dîner, on m'a dit « Oh, je l'ai vu ce livre, justement il m'intéressait ». Donc voilà, soit j'offre des livres pour les enfants, aux familles. Voilà, il y a toujours un livre pour quelqu'un. Ça n'existe pas, même celui qui ne lit pas des romans, il y a toujours un livre pour quelqu'un. Donc offrez des livres. Et puis sur Rencontre des auteurs francophones, il y a plus de 400 livres aujourd'hui disponibles. Il y a des nouveautés toutes les semaines. Donc il n'y a aucune excuse pour ne pas offrir des livres. Alors je continue très vite. Ordinateur, plume ou machine à écrire? Est-ce que tout le monde écrit sur ordinateur ou quelqu'un griffonne encore? Ouais, ordinateur. Pareil, Ordinateur. ordinateur. Ordi, oui. Ça va plus vite. Ça va plus vite. Vous préférez écrire où? Est-ce qu'il y a un endroit spécifique ou est-ce que vous écrivez aussi bien dans le métro? Alors, pas vous, mais dans le métro, les transports en commun, attablé à une table de bistrot ou chez vous, dans votre petit bureau, où vous écrivez? Moi, j'ai un bureau et tous les matins, à partir de 8 heures, je m'installe à mon bureau et j'écris normalement jusqu'à midi. Donc, c'est ma façon d'écrire. Mais bien sûr, si je suis en déplacement, comme c'est le cas à l'heure actuelle, eh bien, je profite des moments, ou même quelquefois quand je suis en voyage à l'étranger, etc. Donc, j'ai une tablette également. Et donc, j'écris sur ma tablette et ensuite, je le retransfère sur l'ordinateur. Voilà. Guillaume, vous écrivez où? Alors moi, j'écris n'importe où. Selon Euh, l'inspiration. Ma routine d'écriture, parce que j'ai une routine obligatoire que je m'impose. Ça fait 30 ans que je me lève plus tôt pour pouvoir lire. Et j'ai remplacé le temps de lecture quand je suis en cours de rédaction par de l'écriture. Donc ma séance d'écriture, Ouais.
Ça m'a intéressé, ça, je ne sais plus, je l'ai lu dans une interview, et ça m'a intéressé parce que moi, le matin, je me lève très, très tôt et je passe 1 heure sur les réseaux sociaux parce qu'il le faut, hein, il faut bien communiquer sur ce qu'on fait. Et depuis, allez, 1 mois, j'ai dit, c'est trop. Et donc, je coupe mon temps et je me laisse même un quart d'heure, même 20 minutes, mais commencer ma journée en lisant quelques pages. Et donc, là, je vous rejoins tout à fait. Je me suis obligée à faire ça et c'est un vrai bonheur. Commencer la journée Ah avec oui, oui, quelques pages, c'est juste c'est un moment très égoïste. ouais. Je- C'est vrai, J'ai à nous. j'ai 2 enfants. Là, je suis tout seul. Donc, moi, je suis au bureau à 7 heures. Donc, je suis devant ma table pour écrire à partir de 5h30 jusqu'à 7h, hein, moins le quart. Cathy, Voilà. une petite routine ou non? C'est quand ça vient? Plutôt quand ça vient, et plutôt le matin, voilà, très tôt. Quand j'écris, c'est plutôt le matin ou le dimanche après-midi, quand je Alors, suis moi, j'aimerais tranquille. qu'on s'attache un peu à votre décor quotidien. Est-ce qu'il y a dans votre petite ville un lieu qui vous parle? Est-ce qu'il y a un lieu où vous allez, quand vous avez besoin de souffler? Voilà, donnez-nous envie. À Montpellier, Montpellier, vous parlez de la ville? de votre ville, ouais. Ah oui, Montpellier, c'est quelque chose de magique. Vous pouvez aller au Pérou, faire une petite balade dans les vieilles rues de Montpellier qui amènent à Sainte-Anne ou Sainte-Anne-de-la-Cathédrale, où il pourrait y avoir de quoi écrire et rêver. Place de la Comédie? À la place de la Comédie, oui, certes, vous pouvez vous asseoir et boire un café et écrire sur tous les gens que vous voyez passer. Mais c'est vrai que le vieux Montpellier est très attrayant parce que d'abord, Montpellier, c'est fait avec des vieilles pierres qui se trouvent vers Maguelone, les pierres de Montpellier où il y a les coquillages à l'intérieur de la pierre même. Et vous avez quand même beaucoup de toutes petites rues À qui sont visiter, c'est plein de magnifiques, charme, Montpellier. C'est vrai que c'est plein de charme. très, J'ai très, découvert très il y a beau. 25 ans et c'est plein de charme. Oui. Très vite, parce que Cathy, si on la laisse, elle nous fait une visite guidée pendant 2 heures. Ah, là, je pourrais. Hein. Guy à Grenoble, il y a un petit lieu comme ça qui vous parle, que vous aimez? Et alors, Grenoble, c'est la montagne, hein, donc c'est pas la ville, c'est les montagnes Les qui sont cimes. autour qui nous attirent. Et parmi toutes ces montagnes, celle auxquelles j'ai envie le plus souvent de monter, c'est le Vercors, qui est vraiment Montagne historique. magnifique comme montagne. Et donc, si j'ai un coup de cœur quelque part, ce sera plutôt pour la montagne que pour la ville proprement dite. Guillaume, dans votre petit village, c'est quoi l'endroit où on aime se réfugier? À moi, c'est ma terrasse. Ah, Et, vous avez bien raison. de ma terrasse, j'entends les oiseaux. J'ai la chance d'être au milieu de la campagne. Et de ne pas être dans le vacarme. Voilà, Voilà, c'est c'est bien. ça. Alors, Le seul deux que petites j'ai, questions très c'est très vite parce qu'on l'eau est très de très la en rivière. retard. Un plat qui vous fait tout oublier, allez, un petit plat. Qu'est-ce que vous avez mangé pour tout oublier, qui vous fait plaisir quand ça ne va pas? Couscous. Et Couscous, Guy? moi, je le fais très bien, le Une couscous. glace. Ah ben, on ira à Montpellier manger le couscous. Moi Oui, aussi, il faudra venir à New York. mais j'adore les moules farcies que ma mère fait. D'accord. Guy, Une glace. une glace? Oui. Alors, si vous savez ce qui me manque, il me manque les glaces italiennes. Je sais que c'est pas extraordinaire, mais ça me manque tous les jours. Et quand j'arrive en France, je vais manger des glaces italiennes. Alors, très vite, la dernière question. Quand vous n'écrivez pas, vous faites quoi pour vous évader? J'écris. Bon, très bien. Donc, nous avons fait le tour. Guillaume, vous faites quoi quand vous n'écrivez pas pour vous évader, à part rester sur la terrasse et écouter le chant des oiseaux? Non, moi, j'emmène mon fils au sport ou ma fille à la danse. Super. Guy, qu'est-ce que vous faites? Oh, j'aime beaucoup les randonnées, j'aime aussi la natation, donc des sports comme ça qui me… bon. Moi, je Très bien. cuisine. Mais oui, mais ça, on a Beaucoup. bien compris, hein, on va Oui, venir. j'adore. On avait J'adore bien compris manger. que la table était bonne et de toute façon, il y a un restaurant qui va ouvrir, donc on a bien compris qu'on devait faire un petit tour à Montpellier. C'est prévu Alors, pour il n'est moi. pas à Montpellier, il est dans le Nord Aveyron. Donc, Vous oui, nous oui, oui. enverrez l'adresse. Voilà. Merci à tous les trois, c'était une émission Merci passionnante. Sandrine J'ai de nous avoir Merci reçus. Alors, Sandrine. vous restez 2 secondes que je représente les livres. Donc, Cathy, La danse de l'ombre, c'est dans le désordre, hein. Le bal des morts et la valse des têtes. Voilà. Merci. Pour ne pas perdre la tête.
Guillaume, donc j'ai Vacarme et Oscal avant d'avoir le 3e qui sortira l'année prochaine. On voit très très mal. Et puis bien sûr, Jeff, Ombre et Lumière de Guy. Le voilà, le voilà pas, le voici. Donc tous ces livres sont disponibles sur rencontre des auteurs francophones.com. Ils sont livrables partout aux États-Unis dans la journée pour un tout petit prix parce que j'insiste, hein, les prix de livraison sont très 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 bas pour que vous n'ayez pas d'excuses pour ne pas lire. Et puis alors il faut savoir que tous les livres sont au prix de la France, parfois moins cher, notamment avec M+ Édition où les livres sont moins chers ici aux États-Unis. Oui, ils sont moins chers aux États-Unis. Oui, mais c'est une volonté, c'est très intelligent de la part de votre éditeur. Donc, c'est une volonté de faire en sorte qu'on découvre les livres et qu'on n'ait aucune excuse pour ne pas les acheter. Je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à vous. Nous, c'est encore l'après-midi, il y a encore du travail. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Je rappelle que cette vidéo est disponible sur YouTube et sur le site Rencontre des auteurs francophones ce soir ou demain matin parce qu'il faut faire le montage. Donc, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à la partager, les livres qu'on a vus aujourd'hui et puis à offrir des livres quand vous êtes invité. J'ai tout dit. Merci à vous. À bientôt. Merci Sandrine. Merci Sandrine. Au revoir, Merci Cathy. Guillaume et merci Guy. Au revoir Guillaume, au revoir Cathy. Guy. À bientôt. À bientôt.